Bienvenue, Monsieur Schianchi. Bienvenue. Il nous manquait un homme, le voilà. Avec son joli tablier de Parme. Monsieur Schianchi, je peux parler français ou vous voulez que je traduise un peu? Il tema di questo incontro si chiama Di Périgueux a Parma, le cucine del Sud, passando da Périgueux alla Provence, Corsica et Italia, Parme. D'accord? Alors du coup, ça me casse tout le discours que j'allais faire parce que moi, j'étais en train de dire, eh ben, est-ce que le fil rouge et le lien de toutes ces cuisines, est-ce que c'est pas des histoires de femmes? Eh ben non, voilà. Mais tant mieux, tant mieux. Il est en minorité quand même, c'est vrai. Mais les hommes italiens, ils sont, on va lui donner. Mais je traduirai moi. Alors avant, je vais présenter tout le monde, hein, vous inquiétez pas. Mais juste une petite question à Monsieur Schianchi. Il son nom Mario. On va l'appeler. Je peux vous appeler Mario? Oui. Donc les hommes en Italie cuisinent beaucoup. Gli uomini in Italia cucinano molto. Vero o non vero? Falso. 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 C'est pas vrai. Per tradizione sono le donne le regine della cucina. Alors, par tradition, ce sont les femmes qui sont les reines de la cuisine. Ma gli uomini fanno certi piatti proprio che sono fatti specialmente per gli uomini. Falso o vero? Ma anche questo è relativo. Diciamo che la cucina parmigiana ha una sua tipicità, che però per fortuna è portata avanti da gente in sesso. Diciamo che c'è qualche uomo che si cimenta anche in cucina e riesce bene, però per la maggioranza per fortuna abbiamo ancora le donne. Voilà, donc en fait ce que dit Mario, c'est que la cuisine de Parme, c'est une cuisine qui n'a pas de sexe, hein, c'est une cuisine qui peut être faite par les hommes et les femmes, mais de toute façon, de façon très traditionnelle, ce sont les femmes qui cuisinent. Voilà. Donc, alors, je vais présenter Mario Schianchi. Vous êtes président de l'association, presidente de... Sì, io sono presidente della strada del prosciutto ai Vini e Colli. È un percorso, diciamo, che fa la parte sud della provincia di Parma, dove nasce il prosciutto, il tipico prosciutto di Parma. Alors, Monsieur Mario Schianchi est président de l'association de la route du jambon et du vin. Voilà, bah, Sylvie, okay. C'est bien, elle traduit avec moi. Non et donc, cette association est née en 1999. Sì, l'associazione è nata nel 1999. È logico che oltre al produttore di prosciutto, diciamo il prosciutto è un po' la stella, voilà, le jambon, il gagliardetto di Parma. Voilà, c'est vraiment la star de cette route, hein, parce que bien sûr le jambon de Parme, je veux dire, non seulement il est connu et reconnu, mais il est surtout de bonne qualité. Et donc sur cette route qui est un parcours à la fois gastronomique et touristique, on trouve effectivement un certain nombre de producteurs qui s'inscrivent dans ce parcours. Donc il y a un cahier des charges, il y a une qualité bien précise qu'il faut respecter, il y a une fabrication bien précise qu'il faut respecter. Et en plus, sur cette route, on retrouve aussi des établissements d'agritourisme. Donc alors, les établissements d'agritourisme en Italie, on pourrait considérer que c'est un petit peu... On trouve aujourd'hui un petit peu l'équivalent, mais ce sont des fermes auberges où à la fois vous pouvez être hébergé, et ça on va en parler avec Pauline Julliard aussi parce qu'elle a quelque chose à nous raconter là-dessus. Donc vous pouvez à la fois être hébergé en pension complète, donc vous avez effectivement la possibilité de déguster des produits, de visiter la fabrication, et puis aussi aujourd'hui de plus en plus d'avoir des cours de cuisine. Sto raccontando gli agriturismi che sono dei luoghi dove si può mangiare, si può dormire, e si può anche di découvrir, degustare, assaggiare i prodotti, e oggi ci sono anche delle scuole di cucine. Sì, sì. Alcuni agriturismi, proprio perché la missione della nostra associazione è quella di promuovere il territorio, quindi abbiamo gli agriturismi. Il prosciutto, diciamo, è il re, è quello che ci trascina di più, ma non dimentichiamo poi il formaggio e non dimentichiamo neanche proprio quelli che sono i prodotti tipici della nostra cucina
tradizionale. Cucina tradizionale che può andare dal cooking show che avete visto oggi, che sono le paste ripiene, a tanti altri tipi di pasta, la tagliatella, lo spaghetto, che ancora vengono fatti a mano dalle nostre, da noi si chiamano resdore. La donna di cucina è la resdore, cioè colei che comanda in cucina. Ouais, voilà. Donc alors, ce que M. Mario vient de dire, c'est que donc il a repris l'idée de la route donc du jambon et la route des vins. Donc effectivement, il y a ces établissements touristiques tels que je vous l'expliquais. Et donc il y a aussi toute cette tradition, hein, puisque la tradition à Parme, notamment des pâtes fraîches, telles que si pour certains vous êtes venus au théâtre tout à l'heure, il y avait une démonstration de Madame Schianchi avec sa collaboratrice Alessandra, Laura et Alessandra, qui ont fait donc des pâtes, comme on dit, des pâtes ripiene. Elle est là, Alessandra. Et donc, c'est une spécialité de cette région-là. Voilà. Alors, maintenant, je vais présenter... Enfin bon, on est en fin de salon, je ne les présente plus, mais encore quand même. Apolline ? Non ? À Sylvie ? Alors, Sylvie, allez. Alors, c'est moi qui ouvre le feu. Vous ouvrez le bal. Alors, Sylvie Giono. Oui. Sylvie Giono, merci. Donc, vous présentez un très joli... donc là, on est en Provence, hein. On est parti en Italie. Finalement, voilà. C'est le chemin. C'est le chemin. Voilà. Donc, un très joli livre en hommage à votre papa, Jean Giono. Et donc, votre livre, il est fait à la fois de recettes, à la fois d'histoire de famille, à la fois de photos de famille, toujours autour du repas, et aussi de textes que vous avez extraits, des textes de votre papa. Oui. C'est pas un hommage à mon père. Je vois pas pourquoi ce serait un hommage. Voilà, exactement. Parce que celle qui cuisinait, c'était ma mère. Parce qu'on dit bien la Provence gourmande de Jean Giono, mais mon père n'a jamais mis les pieds dans la cuisine, hein, je vais vous dire. Lui restait dans son bureau. Il mettait les pieds sous la table de la salle à manger pour déguster ce que sa mère, d'abord, et ma grand-mère faisaient ensuite. Et ma mère, et puis après moi aussi, puisque j'ai cuisiné aussi pour mon père. Mais c'est tout simplement parce que j'ai trouvé que j'en avais un petit peu assez du visage qu'on me renvoyait de mon père écrivain. C'est-à-dire l'homme tronc qui est derrière son bureau en train d'écrire. Oui, je veux bien. Vous avez voulu l'humaniser. J'ai voulu montrer qu'il y avait quand même une autre facette. C'était pas un monolithe en train d'écrire 24 heures sur 24, et que c'était autre chose. C'était à la fois un père, un mari, un ami, et qu'il savait recevoir, et qu'il savait manger, déguster, et c'était un gourmand. Mon père était un sensuel, et il aimait sentir les bonnes odeurs qui montaient de la cuisine, et il aimait les déguster. Et donc, c'est l'odeur de la cuisine qui le faisait sortir de ses écrits. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que dans ces romans, c'est truffé de recettes de cuisine, plus ou moins farfelues d'ailleurs. Mais sinon... Racontez-nous ça, parce que ça, c'est drôle, ça. Les recettes de cuisine. C'est-à-dire que... il y avait un fond de vérité dans les recettes écrites par mon père. Mais par exemple, il décrit fortement dans plusieurs livres la recette de l'adobe, parce que c'était un plat qu'il aimait par-dessus tout. Or, l'adobe, faite par ma grand-mère, ma mère et par moi-même, nous achetons tout simplement du bœuf. Ça a paru un peu plat à mon père de trouver qu'un plat fait avec du bœuf simplement, ça ne suffisait pas. Donc, dans la recette qu'il nous donne, dans un de ses livres, il y rajoute du renard. Il vaut mieux pas essayer, vous voyez, ce genre de littérature, de recettes écrites par mon père. D'abord parce que c'est assez difficile à obtenir de la viande de renard. Puis pauvre bête, je crois qu'il vaut mieux se servir de sa fourrure plutôt que de sa viande. Enfin, personne n'a osé goûter. Il y a aussi une autre recette qui s'appelle le jambon de Montagnac. Et c'est pas le jambon de Parme, mais le jambon de Montagnac, où mon père décrit... il fait découper une tranche de jambon de Montagnac épaisse d'un doigt. Alors, vous voyez l'épaisseur d'une tranche de jambon et qu'il roule autour d'une truffe entière. Essayez, c'est assez difficile d'ailleurs de rouler une tranche épaisse d'un doigt et je ne sais pas quel goût ça peut avoir.
Et quand il écrivait ces textes, enfin, à un moment donné, ce sujet autour de la cuisine, est-ce que votre maman lui disait, mais Jean, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Absolument pas. Non, non. Mais vous savez, c'est l'imaginaire. Oui. Un écrivain est forcément un menteur. C'est un créateur. Donc, il a créé peut-être des nouvelles recettes, sait-on jamais. Oui. Merci Sylvie. Pauline Julliard. Donc, oui. Pauline, bonjour. Pauline, vous avez donc sorti un livre qui s'appelle Une table corse, la ferme de Campo di Monte, aux éditions du Rouergue. Et dans ce livre, c'est l'histoire aussi d'une famille, c'est l'histoire d'un lieu, c'est l'histoire de paysages. Racontez-nous. Bon, voilà. Ah oui, il faut que je rapproche. Alors, donc, moi, j'ai écrit un livre. C'est surtout nos clients qui me disaient chaque fois qu'ils goûtaient un produit, une soupe ou des lasagnes à la Corse, on me disait, mais j'ai l'impression de manger celle de ma grand-mère. Et je dis, mais c'est pas possible. On en trouvait de partout. On en trouvait dans beaucoup de restaurants. Et j'ai fait le tour et c'était un petit peu rare. Alors, j'ai voulu remettre au jour les recettes de ma grand-mère. De ma mère, je ne modifie rien. C'est textuellement ce qu'elle faisait, mais avec des produits plus nobles, c'est-à-dire pratiquement bio, hein, puisque à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Voilà. Oui. Bon, moi, je suis donc, on parlait du veau. Moi, je fais du veau corse parce que je suis éleveur de bovins. Et, oui, c'est ça. Vous n'êtes pas que restauratrice. Non, vous êtes éleveuse. De bovins. De bovins. Donc le bovin corse, il est particulier, il est un petit peu ferme, mais il est goûteux. Oui. Alors donc beaucoup de gens qui arrivent d'ailleurs nous disent, mon Dieu, c'est pas du veau, c'est de la viande rouge. Or le veau corse n'est pas blanc et rosé, oui. Plus rouge et un peu plus ferme, mais goûteux. Alors donc on a un petit peu ce souci-là, il faut expliquer nos produits. Mais moi, quand j'ai ouvert la ferme, je voulais donner des produits authentiques, c'est-à-dire le produit vrai. Pas modifié, je ne serais pas modifié un sauté de veau, je ne serais pas modifié des lasagnes à la Corse, donc je reste dans la tradition. Voilà. Alors, moi je trouve que ce qui vous rejoint, et ensuite je présenterai Hélène Freinet qui est là à mes côtés, ce qui vous rejoint, que ce soit Mario, Sylvie, vous Pauline et vous Hélène, c'est que certes c'est une cuisine qui parle à un moment donné d'un territoire, d'un lieu, mais c'est presque une cuisine qui parle de maison, hein, d'une famille, avec tout ce que ça suppose derrière dans sa transmission, dans le fait qu'on respecte les choses. Et dans cette transmission, dans ce respect, est-ce qu'à un moment donné, je fais exprès de poser la question, et je vais vous la poser à vous, Hélène, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que on n'est pas tenu d'être figé dans une histoire ? Donc Hélène Freinet, donc petite fille de la Mazie, hein, donc la Mazie. Je vous passe le livre. Ouais, merci. Donc la bonne cuisine du Périgord, qui est très connue ici. Donc il y a une réédition qui a été faite dans la pure tradition donc de votre arrière-grand-mère, c'est ça ? Grand-mère, oui. Grand-mère. Alors voilà, par rapport à la question que je vous pose, vous en pensez quoi ? C'est-à-dire que est-ce que le fait que chacune de vous et Monsieur Mario aussi d'une autre façon, vous avez hérité de quelque chose que vous portez et que vous respectez, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous sentez pas figé dans cette histoire ? Alors, oui. Donc, figé, moi, non. Moi, je ne me sens pas figée. Oui. En fait, La bonne cuisine du Périgord, donc de la Mazille, c'est un ouvrage qui a l'originalité d'être le premier livre de cuisine, oui, qui a été donc édité en 1929 et réédité plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était donc en 2013. Donc ce livre-là, il a l'intérêt d'avoir rassemblé énormément de recettes de notre cher Périgord, avec une multitude de produits locaux, de produits bien de chez nous, de beaux produits, comme vous disiez tout à l'heure, des vrais produits, quoi, tout simple. C'est de la bonne viande, ce sont de bons légumes, des bonnes huiles. Alors évidemment, c'est ça qui fait toute l'originalité des recettes, parce qu'on part d'une base exceptionnelle.
c'est vraiment déjà la base est magnifique. Voilà, c'est ça. Donc déjà dès le départ, le matériau, on peut dire comme ça, est rare et précieux. Après, bon, le fait que les recettes aient été rassemblées émanant de traditions orales, puis couchées sur papier par les traditions familiales, et j'en arrive déjà à votre question. Effectivement, après vient toute l'histoire de la famille, de la maison, parce que ces recettes, une fois qu'elles sont rassemblées dans un ouvrage, que cet ouvrage va devenir une référence, va devenir un repère, une base, toute simple mais qui existe. À partir de ce moment-là, effectivement, en famille, on se sent un peu responsable de garder cette base-là, telle qu'elle est. L'authenticité des choses. Voilà. Et quand on l'a retravaillé justement pour la réédition en 2012, pour la rééditer chez Flammarion, avec les filles de la Mazie qui ont voulu se réinvestir aussi dans le projet, et puis tous les petits-enfants qui ont voulu aussi se réapproprier l'ouvrage, qu'on redécouvrait en même temps, de recette en recette, eh bien, ça nous a permis de nous dire qu'est-ce qu'on en fait de ces textes. Eh bien, on ne va pas les modifier vraiment, on a juste... préciser quelques formules pour qu'elles soient plus accessibles aux lecteurs de maintenant. Peut-être. Voilà, oui, c'est ça. Parce que forcément, le lecteur de 2015 et de 2020 ne sera pas le même lecteur que celui qu'il a lu en 1950 ou en 1980. Il y a eu tout un tas d'évolutions. Donc, ça reste bien une base, donc une fidélité de famille, de maison, de tradition. Mais par contre, quelques précisions, on va dire, dans le vocabulaire. Après, les matériaux sont toujours les mêmes. Les produits, meilleurs ils seront, mieux ce sera. Et là, le Périgord est bien là pour nous les offrir. Partout, on peut se rapprocher de ces produits-là. Alors, les truffes, bien sûr, je ne peux pas oublier d'en parler. Elles sont omniprésentes dans le livre. À l'époque, ça faisait partie bien plus que les fêtes, en fait. Le dimanche, il y avait des truffes dans le repas. Il y a des plats qui sont vraiment truffés. À l'heure actuelle, il y a des producteurs de truffes qui s'acharnent à maintenir une qualité. Je sais que dans l'auditoire, il y en a également. La truffe du Périgord, c'est la meilleure, c'est la plus belle et c'est la plus savoureuse. Mais on l'utilise quand même avec respect et avec un petit peu moins de facilité que peut-être au départ des recettes. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de développer à un moment donné, quand vous avez décidé de rééditer, ça a fait l'objet d'une réunion de famille. Comment ça s'est passé ? La réédition, en fait, comment ça s'est passé ? C'est une question intéressante. En fait, on en avait déjà beaucoup parlé parce que depuis longtemps, le livre, on ne pouvait plus le procurer que d'occasion, ou alors c'était une grand-mère qui le passait à sa petite fille. Ou voilà. Oui. Et donc, on s'est rassemblés entre cousins parce qu'on se retrouve l'été en Périgord. On est tous dans la maison de la Mazie, donc on se rassemble autour. Et j'ai le plaisir de la faire revivre avec ma famille directe. Et en fait, on a discuté, on s'est dit c'est quand même bête, ce livre, on ne le trouve plus. C'est une référence, et qu'est-ce qu'on en fait ? Et on s'est rapproché de Flammarion, qui a les droits sur ce livre, et qui était tout à fait partant pour le rééditer. Donc c'est reparti, ça s'est fait, on va dire tout simplement. On a bien travaillé avec eux, et on a beaucoup contribué à la réédition, dans la mesure où on a remis notre petite touche. Et puis surtout, ça nous a donné l'occasion en famille de relire et de refaire beaucoup de recettes aussi. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, ce livre, d'une façon peut-être un peu intime, et je m'en excuse si jamais ça vous dérange, mais ce livre, il consolide votre famille. Tout le monde est un peu se retrouve autour de ce livre. Absolument. C'est ça. Absolument. Mais mais c'est à la fois intime. Histoire, mais en fait, on est très content de le partager ça parce que c'est vraiment un ciment familial. On peut vraiment utiliser ce terme-là parce que c'est un point commun. Bon, comme la cuisine d'ailleurs.
beaucoup d'entre nous C'est aiment votre bien patrimoine cuisiner. C'est culinaire. notre patrimoine aussi, oui. Et puis on en est un peu le garant. Et puis on a envie que ça serve de support à la nouvelle cuisine aussi. Hein, parce que beaucoup se servent de recettes pour les lire et puis après les transformer, se les approprier. Les refaire avec leur personnalité aussi et leurs idées à eux. Hein. Ce sont des bases en fait. Hein. Oui. D'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des recettes où on nous dit vous prenez autant, tant de ceci, tant de cela. Non, c'est juste, c'est suggéré. C'est des indications. Des indications, voilà. C'est compter. Oui. Nous, on aime bien ce mot-là parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si notre grand-mère, elle avait voulu passer ce qu'elle avait entendu autour d'elle pour le transmettre. Donc le support, c'est le papier, c'est le livre, mais en même temps, c'est la parole, c'est rencontrer les gens, c'est échanger autour d'un produit ou comme on le fait chez nous, hein, même entre nous, on fait tout ça, hein, c'est un plaisir, c'est l'échange humain en fait. Hein. Donc voilà. Elle avait vu juste votre grand-mère. Ben, certainement, oui, parce qu'elle c'était un précurseur. Hein, d'ailleurs, c'était vraiment... c'était les prémices de ces ouvrages de cuisine. Bon, maintenant, on en a énormément. Celui-ci, il n'a pas d'illustration. Tout à l'heure, alors ça, c'était une question que je voulais vous poser. Voilà, il n'a pas de photo. Voilà. Et ça, c'est un choix. Pour la réédition, vous n'avez pas imaginé de remettre... Non, c'est vraiment rester dans le pur jus de ce qu'il est et de pas... Voilà, alors il n'y a pas du tout de photo. Par contre, les illustrations, ce sont des illustrations qui ont été faites par la sœur de Maille, hein, puisque notre grand-mère, on l'appelait Maille, qui veut dire grand-mère en patois périgourdin. Et donc, sa sœur, Renée Maz, donc, a fait les illustrations. Donc, c'est très, très simple. C'est très rustique, en fait. Hein. Les recettes sont familiales, mais elles ont l'avantage d'être le reflet du pays aussi. Hein. Ça parle beaucoup du Périgord, en fait, ce livre. Il ne parle pas que de recettes, il parle des gens. Il parle de... c'est un peu le point commun de tous les auteurs qui sont là. C'est qu'à travers, effectivement, il y a cet objet qui est le livre, mais chaque livre raconte l'histoire d'une famille, d'un territoire, d'une maison. Oui. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien la maison, mais il y a aussi l'intérêt du territoire, du terroir. Nous, c'est vrai que nos membres de famille, on est répartis sur toute la France, mais ce qui nous rassemble, c'est le Périgord. Nous, quand on se retrouve l'été ou en vacances, à partir de Pâques jusqu'à la Toussaint en général, dès qu'on peut, c'est le Périgord. Et c'est là qu'on est heureux de se retrouver, de partager des repas. C'est là qu'on cuisine vraiment, en fait. Hein. Ma fille était là sur le salon aussi. Elle disait que en région parisienne, moi, elle habite Paris, c'est pas forcément facile de faire ces recettes-là. Les appartements sont petits, on n'a pas forcément l'espace, on va faire des choses ni le temps. Voilà, c'est pas non plus forcément la dynamique. Mais nous, quand on revient chez nous en Périgord, on est heureux, on se rassemble et allez, on fait les haricots couannes, on fait le chou farci, on fait une brouillade de truffes, on fait des pâtés ou voilà. Oui, on se retrouve et tout le monde se met autour de la table et on cuisine. Chaque lieu développe, l'histoire de chaque lieu développe une posture bien particulière mais j'en suis convaincue. Dynamique bien particulière. J'en suis convaincue. On ne cuisine pas les mêmes choses selon les moments de l'année, les gens avec qui on est et les lieux où on est aussi. Donc Sylvie, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais en plus de ça, quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de mon livre. Oui. Parce qu'il y a aussi la brouillade de truffes, il y a aussi le chou farci. On se retrouve avec des recettes qui font le tour. On est les cuisines du Sud. Exactement, exactement. Mais moi, j'ai l'avantage de ne pas être parisienne, ce qui fait que je reste dans ma province, dans ma Provence, et je continue à cuisiner journellement mes recettes, qui sont un peu les vôtres finalement. Sylvie, la maison de vos parents, oui. C'est dans cette maison que non, je ne vis pas dans cette maison, oui, je ne vis plus. Voilà, vous ne vivez plus dans cette maison. Oui. Mais cette maison, elle a été vraiment je dirais le lieu
où ces recettes se sont bien sûr. faites, où Bien vous avez sûr. vécu tous ces repas, etc. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez... Alors, votre papa n'était pas un grand voyageur. Hein, Ah, c'était un voyageur immobile. Immobile, mais voilà. il voyageait à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire, de temps en temps, il y avait une pièce qui l'intéressait et il fallait que la personne qui y était déménage, si c'était d'une chambre, un bureau, et il investissait de façon à travailler dans cette pièce. Ce qui fait que pratiquement toutes les pièces de la maison lui ont servi de bureau, à part la cuisine. À part la cuisine, Voilà, qui était à votre qui maman. restait sacrée. Oui. Voilà. Pauline, l'histoire de la ferme de Campo di Monte, est-ce que ça rejoint cette histoire Oui, ça rejoint absolument. Nous aussi, on fait le chou farci. d'Hélène, voilà, Voilà. de Sylvie? Mais moi, c'est pas la maison, c'est pas la maison familiale, c'est le village familial. D'accord. Ça, Ah c'est oui, Campo di Monte. Oui. elle c'est la petite m'aide, ferme. Sylvie. Merci, Sylvie. Voilà, parce que donc moi je suis exploitante agricole. Vous savez qu'en Corse, il n'y a pas de gros exploitants agricoles sauf en plaine. Mais sinon, une ferme, elle doit être unique en Corse parce qu'il n'y avait pas de. L'exploitant rentrait chez lui, il avait soit une petite maisonnette qu'on voit qu'on appelle paillade, des petites maisonnettes de berger, Oui. mais il n'y avait pas de ferme. Donc moi j'ai la chance d'avoir de montrer une véritable ferme corse. Voilà. Et donc, on parlait du chou farci. Je fais le chou farci Oui. aussi. Je ne fais pas les fleurs de courgette parce que ça ne se faisait pas. C'est la courgette coupée, mais bon, maintenant ça se Ça fait. se fait maintenant, oui. Voilà. Mais nous, c'est vrai que la Provence est très proche de chez nous. Et il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Pas les mêmes qui se ressemblent. Voilà. Oui. Et voilà, moi j'ai gardé. Et cette histoire de famille, comment elle se traduit chez vous? Comment elle se vit de génération en génération? Comment vous la portez, cette histoire? Écoutez, moi, bon, il y a ma grand-mère, mais c'est surtout maman. Je porte ma mère de partout. Elle est décédée, malheureusement pour moi et pour elle. Mais elle est présente et tout ce que je fais, c'est par rapport à elle. Donc je n'invente rien, c'est tout en hommage à tout. Et quand je fais, quand je fais un plat, je dis tiens, elle aurait fait ça, ben, il faut que je fasse ça. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, Mais c'est un hommage à maman et à mes grands-parents, à ma grand-mère. J'imagine que quand même, avec le temps qui passe, les évolutions, je dirais les évolutions en termes culinaires, enfin dans le bon sens, hein, vous apportez vous-même votre touche. Non, vous avez décidé... Non, moi, je suis traditionnelle. Comme Hélène, dans les recettes, de ne rien toucher, et de maintenir justement cette... Je ne veux pas que ça se perde parce que justement, il faut transmettre. C'est important parce qu'on oublie beaucoup de choses. Et vous-même, vous transmettez... Vous avez des enfants? J'ai un fils, Eric, qui aime... Il est qui est par là. Il est où, Eric? Je sais pas où il s'est caché. Je l'avais vu, il est reparti. Oui. Et il fait de la cuisine. Oui. Mais lui, il aurait tendance à faire de la cuisine un peu plus recherchée. Ah. Et je lui dis, attention, tu penseras à moi plus tard. Ouais. Et à ta grand-mère. Ouais. Voilà. Non, mais et ma petite fille, elle aime bien la cuisine, mais ça ne veut pas dire. Vous savez, moi, j'avais horreur de la cuisine. Hein. Je suis pas. Vous êtes une cuisinière comment, autodidacte de famille? Non, autodidacte de famille. Voilà. C'est ça. Maman faisait de la bonne cuisine, donc après, quand on est élevé dans la bonne, voilà, on suit. Hein. Voilà. Mais je n'étais pas du tout la cuisine, mon Dieu. Non. Ouais. Voilà. Et vous, Hélène, chez vous, il y a eu des cuisinières, des cuisiniers? Amateurs, mais pas professionnels. Non. Amateurs, mais pas professionnels. Mais non, pas de professionnels, non. Non, c'est resté la suite, mais tranquille. Hein. Oui. Parce que ma grand-mère n'était pas cuisinière de métier non plus. Hein. Comme on dit même aujourd'hui, une ménagère cuisine, mais on faisait de la cuisine ménagère. Moi, j'aime bien ce mot en plus. Oui. Parce qu'elle elle a bien sûr testé toutes les recettes qu'on lui a confiées. Elle aimait beaucoup les faire, elle aimait beaucoup recevoir. Mais elle n'était pas cuisinière de son métier. Hein. Elle était vraiment une maîtresse de maison, quoi. Voilà, simplement. Oui. Non, le plaisir de mettre les cuisines. Je voulais rejoindre Mario. Mario, effectivement, chez nous, c'est les femmes qui font la cuisine. En Corse. Voilà. Elena dice che in Corsica sono le donne che cucinano. Stiamo parlando, je vais traduire un peu parce que sinon il va se sentir un peu isolé aussi. Stiamo parlando dell'importanza del luogo, della casa, in cucina, quando ci sono delle storie di famiglie
in un luogo e come, come la storia della famiglia porta la cucina. Difatti, se posso fare un piccolo inciso, da quel che ho capito c'è molta similitudine fra questo territorio e Parma, Oui. perché è una cucina che nasce legata ai prodotti di quel territorio, tant'è che anche noi in questo periodo c'è, mentre io sono qui, la festa del tartufo, quindi della truffa, che è un tartufo che unisce trasversalmente tutta l'Europa, dalla Spagna all'Ungheria, che è l'uncinato châtain. Quindi già questo è uno dei prodotti che ci lega. E poi il fungo, da noi i funghi porcini, i champignon da voi, che sono ingredienti fondamentali della cucina. E ha ragione la signora, è molto legato il territorio a volte alla dynastie d'une famille. Je vais juste un petit peu traduire parce qu'après je vais perdre le fil. Donc ce que dit Mario, c'est qu'effectivement il rejoint complètement ce qu'on est en train de dire, dans le sens où la cuisine d'un territoire, elle est complètement rattachée aux produits du territoire. Et ce sont les produits du territoire qui font la cuisine, donc voilà, voire même d'une dynastie, hein, comme on peut le voir. Et que, par exemple, il donnait l'exemple du produit de la truffe, qui est un produit qui est aussi commun à la fois à Périgueux, à la fois dans le sud, comme le disait Sylvie, en Espagne, et bien sûr sur et jusqu'en Bulgarie et en Hongrie. Poi un'altra cosa che mi sembra di aver capito, ed è fondamentale, perché noi oggi abbiamo fatto il tortello d'erbetta, no? Ma se percorriamo Parma, che poi alla fine sono solo 200 km di longitudine, quindi uno spazio molto piccolo, troviamo tante piccole varietà del tortello di erbetta. Perché? Perché proprio ogni massaia utilizzava quei prodotti che aveva nell'orto o nell'appezzamento dietro casa, quindi ognuno aveva le sue coltivazioni, e pur essendo lo stesso tortello d'erbetta ha queste piccole variazioni che poi alla fine sono importanti. Voilà, alors Mario dit que la particularité aussi de ces grandes cuisines du Sud, hein, on va dire, c'est que, et il donnait l'exemple de la démonstration qui a été faite par Alessandra et puis Laura, c'est les tortelli c'est des, on va dire, des raviolis qui sont farcis aux herbes et plus particulièrement aux blettes et à la ricotta. Et ce qu'il raconte, c'est que comme effectivement très souvent dans le sud, parce que c'est une terre généreuse, une terre fertile, chaque ferme, chaque maison a son jardin, a ses petites productions. Et donc du coup, même si c'est sur 200 km, on va retrouver dans chaque maison une recette bien particulière, parce que chacun a ses produits. Et donc, avec ces produits, chacun fait ses recettes particulières. Et c'est peut-être ça aussi, peut-être, qui crée, qui est, je dirais, fondamental dans ces cuisines du Grand Sud. C'est cette générosité et fertilité de la terre, hein, donc des produits, et qui fait que chaque famille peut aussi cultiver un petit peu, aller ramasser. Il y a beaucoup de familles de cueilleurs, de chasseurs, et que du coup, ça donne cette particularité qui fait qu'on a une identité propre dans chaque recette. Un altro particolare, secondo me non secondario, è la bontà e la qualità del prodotto finale. L'abondance et la qualité des parte produits. dalla materia prima. Oui. Quindi una delle materie prime che si utilizza di più proprio in questa pasta ripiena cos'è? La ricotta e il formaggio, un altro prodotto che viene fatto dall'uomo, quindi dalle mani, un prodotto prettamente artigianale, e di conseguenza ognuno ha la sua manualità, e pur essendo sempre parmigiano reggiano oppure essendo sempre ricotta, ha le sue diverse caratteristiche che chi sa cucinare le conosce bene, dalla consistenza, dal colore. Quindi è ben difficile che un piatto venga sempre uguale all'altro. Donc, le troisième point sur lequel Mario précise des choses, c'est qu'il dit que tous ces produits, et il prend l'exemple donc des tortellini, voilà, remplis, enfin farcis aux herbes, c'est que il y a du fromage, il y a de la ricotta, il y a du parmesan, et que ces produits sont faits de la main de l'homme. Et il va jusqu'à dire que chaque geste est différent, donc chaque façon de faire
va créer une saveur et une façon particulière et va donner un goût particulier. Donc là, on est vraiment, sur les 3 points qu'il a évoqués, on est vraiment dans une traduction d'une saveur qui est hyper personnalisée. Hein. Pauline, vous voulez... Oui, je rejoins Mario, c'est vraiment ça se passe comme ça. Oui. D'une ferme à une autre, c'est différent. C'est vrai que ça se passe comme ça. Et même, je vais vous dire même mieux, quand vous faites un plat, vous êtes habitué à faire un plat, vous n'allez pas faire le lendemain tout à fait le même. Il y aura juste une petite différence. Ça dépend de peut-être que le produit a un petit peu évolué en quelques jours et c'est toujours différent, légèrement. Ah pardon, c'est toujours un petit peu différent, toujours. Voilà. Hélène. Alors hier soir, nous au dîner, on parlait bien sûr de cuisine. C'est pas très original. Et on s'est posé une question à propos de la soupe. Parce que notre soupe, maman a la réputation de faire une soupe qui est excellente et ses petits-enfants adorent sa soupe. Et on se dit que pourquoi est-ce qu'elle est meilleure ici qu'ailleurs? On s'est aussi posé la question si ça venait pas de l'eau. Bien sûr. Parce que d'une soupe à l'autre, effectivement, c'est jamais le même. Mais dans chaque maison, la soupe, elle a son goût. Et c'est peut-être aussi la qualité de l'eau. Et donc, du coup, il faut qu'on reste toujours vigilant sur la qualité de notre eau pour les années à venir, parce que si on prépare le futur aussi, beaucoup d'entre nous s'intéressent à la qualité de l'eau, mais c'est primordial aussi, parce qu'il en découlera la qualité de notre alimentation, enfin du goût de l'alimentation, la préparation, le nettoyage des produits, et puis la cuisson, dans quoi elle cuit. L'eau, elle a son importance pour la soupe, mais pour tout ce qu'on cuisine, en fait. Moi, je sais, le souvenir que j'ai quand j'allais en vacances en Italie, ma maman disait toujours le café, il est meilleur à Naples. Et un jour, je dis, mais ça, c'est un fantasme, Naples. Elle me dit, non, parce que l'eau, elle est meilleure là-bas pour le café. Voilà, donc... le café, le thé... Mais ce territoire du Grand Sud... Alors, bon, je ne veux pas dire que dans le Nord, il n'y a rien de bien. On traite du Sud, hein, donc on célèbre le Sud. Mais c'est vrai que la terre est si généreuse qu'on arrive à être des experts du goût. Hein, parce que vous parlez de l'eau, de la soupe de votre maman, donc de la grand-mère des petits-enfants. On parle de l'eau de Naples par rapport au café. On est des experts. On est dans une expertise du goût. De toute façon, quand la nourriture n'a pas de goût, chez nous, on met des épices, on met des plantes. Voilà. Ce qui fait que ça masque quelquefois. Nous avons une eau très dure en Provence. Elle est très calcaire et ça enlève du goût à certains plants. Et alors, c'est pour ça que nous, on met du thym, du laurier, de la sauge. On met beaucoup, non pas les épices orientales, mais les parfums de nos collines, les aromates de nos collines, et ça change aussi le goût. Mais par exemple, hier, quand j'ai cuisiné ici une caponata, j'ai dit donnez-moi de l'huile d'olive. Je suis désolée, mais quand j'ai senti l'huile d'olive d'ici, j'ai été un peu catastrophée. Je n'ai pas du tout reconnu l'odeur de l'olive. Pas du tout. Pas du tout. Et quand j'ai commencé à faire cuire mes aubergines, j'ai trouvé que l'odeur ne correspondait absolument pas à ce que je peux cuisiner chez moi. Voilà. Bon, alors... Merci. Hélène, je voulais rejoindre donc pour l'eau. Moi, j'ai la chance... Enfin, je sais faire le pain, mais le pain, je ne le vends pas. Alors donc, j'ai de l'eau au village, c'est de l'eau de source. Quand je le fais au village, j'ai une maison au village, et quand je le fais à la ferme, c'est vraiment de l'eau de source pure. Le pain est différent. Il est meilleur à la ferme qu'au village, bien que ce soit de l'eau de source. Et vous arrivez à reconnaître, en termes de goût, la différence. Oui. Et je rejoins aussi madame. Je ne cuisine absolument pas à la ferme, hein, avec de l'huile d'olive, parce que chez maman, on avait de l'huile d'olive, mais elle était rance, c'était atroce. Alors on n'aime pas l'huile d'olive, mais la nouvelle là, qui arrive maintenant, il y a quand même eu de gros progrès. Maintenant, moi je mets chez moi un petit peu d'huile d'olive.
Mais à la ferme, non, je ne peux pas cuisiner. Ça me rappelle quelque chose qui était atroce, atroce. Et Dieu sait si on avait des oliviers, pas beaucoup comme en Espagne ou en Italie ou en Provence. Maintenant, ça va mieux, mais on n'aimait pas du tout l'huile d'olive. C'est grave, hein? Pas du tout. Allora, Mario, mi scusa. Abbiamo fatto un discorso su quello che lei aveva detto, che tutte queste specialità, tutti questi prodotti fanno che tutta questa gente che su un percorso di 200 km hanno l'orto, fanno le olive, ecco, e tutte queste cose fa un paese, il sud, fa un paese di gente che conosce molto i sapori, sono esperti in sapori, in prodotti, e si potrebbe dire che la popolazione del sud ha qualche cosa in più sul gusto. Lei che ne pensa? Ma qui mi mette veramente in imbarazzo dire che noi del dérange. sud, il grande sud sì, però io ho avuto modo di viaggiare anche al nord, diciamo che hanno delle specialità diverse, sicuramente legate al loro clima, un clima piuttosto freddo, e sicuramente non abbiamo i sapori che vengono esaltati dove il sole insomma splende e ride per quasi tutto l'anno. Quindi è una cucina, quella del sud, che sicuramente si può sbizzarrire molto di più perché è più ricca e più variegata. Però non mi sento di demonizzare il nord, perché con quel poco che hanno, cioè hanno meno possibilità, però anche loro hanno una buona cucina. Non stiamo facendo, come si dice, il paragone, il confronto col nord. Diciamo che quella del sud sicuramente è più ricca per questioni climatiche, per questioni geografiche, per questioni diciamo anche delle culture che noi abbiamo la possibilità di coltivare, cosa che dalla Germania e oltre non c'è più la possibilità di farlo. Quindi un paniere molto più ricco, una fantasia probabilmente molto più ricca, perché il sole scalda anche le menti, dicono dalle mie parti, e quindi ci siamo districati bene. Anche se poi ci sarebbe, se uno vuole proseguire nell'analisi, da andare ad analizzare quel che era la cucina delle famiglie ricche e la cucina delle famiglie povere, che era sicuramente meno ricca, diciamo, di prodotti di pregio, ma molto più ricca e creativa di fantasia. Voilà, donc Mario, il dit je serais très mal placé pour confronter la cuisine du Nord, la cuisine du Sud. Donc ce à quoi je lui ai répondu que là on était sur le thème du Grand Sud et qu'on parlait du Grand Sud. Il dit effectivement, dans cette cuisine du Grand Sud, on a ce territoire qui est plus fertile, qui est plus abondant. Donc on a plus de produits effectivement par rapport à cette cuisine du Nord qui elle aussi a des spécialités, etc. Et puis je résume, hein, il finit, c'est vrai qu'aussi dans le Sud, on a peut-être plus de fantaisie, mais le soleil nous tape peut-être un peu sur la tête et nous donne un peu plus de fantaisie aussi à l'esprit. Voilà. Donc on va terminer cette jolie rencontre. J'étais ravie de vous rencontrer. J'étais ravie de rentrer un peu dans vos maisons. Merci, mesdames. Merci, Sylvie, qu'on retrouve aussi tout de suite après pour Interatat. Grazie, Mario. Grazie a voi. Merci d'être venu. Merci d'avoir amené l'Italie ici. On s'est régalé et puis vraiment vous êtes des gens charmants. Io ringrazio infinitamente voi di questa opportunità di avermi ospitato a Périgueux, un paese bellissimo per quel poco che ho potuto apprezzare in questi giorni, quindi meriterà sicuramente di tornare a farci visita con più calma, e non solo per lavorare, non solo per travagliare come dite voi, ma per proprio gustare il territorio, i prodotti e anche le bellezze, perché ho visto che dal punto di vista storico-architettonico offre tantissimo. Nel contempo invito voi a venire a Parma, perché ritengo che anche Parma, insomma, qualche cosina possa offrire. Voilà, donc merci Mario. Mario, il nous dit merci de les avoir accueillis. Il aimerait bien revenir dans cette région d'une façon un peu plus libre pour la visiter, pour goûter tous les produits. Et il vous invite tous à venir le visiter.
Et c'est vraiment sincère, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plein de fêtes qui vont avoir lieu, et donc il vous invite tous à venir dans la région de Parme, voilà, venir prendre ses coordonnées, etc. Voilà, merci beaucoup. Merci Sylvie Giono, qu'on va retrouver pour un tête-à-tête. Merci Hélène, je me trompe. Merci Pauline, c'est bon. Voilà, donc pour les ouvrages Sylvie Giono, La Provence gourmande. Donc une table corse, La ferme de Campomonte. Et puis bien sûr, La Basile, les rééditions, un très très beau livre, plein de sentiments. Merci beaucoup, merci au public.